eux-mêmes, les soumettre aux impératifs du groupe. Finalement, c'est la logique du mariage traditionnel. Dans la plupart des sociétés, la fonction du mariage, c'est pas du tout de consacrer l'amour et l'amour passionné de deux êtres qui se sont rencontrés et qui ont des étoiles dans les yeux à l'idée de pouvoir cheminer ensemble dans l'existence. L'institution du mariage, ça sert à assurer la stabilité de l'institution première, la famille, sur laquelle se construit tout le corps social. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des sociétés, d'ailleurs, les époux ne se choisissent pas. Et le désir, non seulement il n'est pas au centre, mais il faut l'écarter le plus possible. Il n'est pas question de grande émotion dans la rencontre de l'un avec l'autre. Il est question que chacun tienne son rôle, tienne un rôle qui est déjà fixé, déjà défini. Et s'il doit y avoir des charges émotionnelles, elles se passent en dehors du mariage. L'homme va aller éventuellement boire des bières et se défouler au bordel avec ses amis, entre hommes. Les femmes vont avoir leur moment d'euphorie collective. Tout d'un coup, entre femmes, elles vont faire la fête, dans les sociétés traditionnelles du sud de la Méditerranée. Entre femmes, elles vont faire la fête, et là, tout d'un coup, elles vont enlever le voile et elles vont danser frénétiquement, etc. Bon, mais c'est un moment très clos. Dans le rapport quotidien du couple, le niveau émotionnel, le niveau de désir va être maintenu bas. Ce que font exactement aussi le ronronnement de l'institution scolaire, le ronronnement de la plupart des lieux de travail, où pour que ça perdure de cette façon-là, on a intérêt à ce que les individus soient finalement presque endormis la plupart du temps. Ça ronronne. On voit l'utilité pour certaines institutions, on voit la fonction pour un corps social, on en voit aussi le prix pour les individus. Il ne va pas du tout de soi que aussi bien à l'échelle d'ailleurs de la collectivité dans son ensemble qu'à l'échelle des sujets singuliers, ce soit ça le fonctionnement idéal. C'est une question au fond politique au sens philosophique du terme, c'est une question philosophique et politique qui engage la conception qu'on se fait de l'être humain, et donc ça ne va pas de soi du tout. Et pour en revenir aux surdoués, finalement ils ne cessent de se tyranniser, parce qu'effectivement, très souvent, ils sont traversés par des émotions non seulement beaucoup plus fortes et violentes que la plupart des gens, mais souvent d'un type différent, donc contradictoire avec ce qu'ils seraient censés ressentir, et c'est présenté toujours sous un versant pathologique, avec une explication toute simple qui vient requérir la fameuse immaturité des surdoués, c'est-à-dire que finalement, ils seraient encore des enfants. La caractéristique de l'enfant en bas âge étant d'être le jouet de ses émotions et d'être pris dans des émotions très grandes et de basculer très facilement de l'une à l'autre. Bon, ils n'auraient pas intégré la limite. Il y a tout un discours savant qui n'interroge surtout pas ces postulats théoriques parce qu'ils sont extrêmement fragiles, mais tout un discours savant qui sont là-dessus et qui finalement réconcilie plein de gens, de plein de perspectives théoriques différentes qui par ailleurs s'affrontent. Mais il y a psychanalystes qui vont défendre ça avec leur vocabulaire à eux, des gens des TCC ou des sciences cognitives qui vont défendre ça avec leur vocabulaire à eux, des psychiatres. Voilà. Ça transcende largement les clivages idéologiques habituels. Si on prend à rebours, si on considère que l'écart entre les surdoués et les autres est dans cette manière de donner du sens à leur existence, de travailler cette question du sens, et que pour les autres, finalement, précisément le fait qu'ils soient traversés par à peu près, ou qu'ils croient être traversés par les mêmes émotions que ce que le récit collectif prescrit et que les autres autour d'eux, et qu'ils soient finalement dans un rapport d'intensité émotionnelle et libidinale de désir faible la plupart du temps, sauf dans quelques endroits, le stade de foot, la fête où on se décharge, et puis après on revient à quelque chose qui ronronne, c'est le signe qu'ils sont exactement là où ils devaient être. Aujourd'hui dans le mythe contemporain, c'est le signe qu'ils sont bien des adultes accomplis, mûrs, qui sont bien en rapport avec le réel tel qu'il est. Le réel, je rappelle, 11 Gugus qui pousse une balle derrière une ligne blanche. Bon, mais ça c'est le réel. C'est la France qui est championne tout de même. Bon. Donc eux regardent la réalité en face, eux sont bien là où ils devaient être. Pour celui qui n'arrive pas à croire à tout ça, lui, il a besoin que les choses fassent sens pour lui. On ne pouvait pas écrire ce bouquin, nous, simplement en se... Disons, ce bouquin ne pouvait pas faire sens pour nous
simplement par l'inscription habituelle dans le récit collectif. C'est-à-dire que, voilà, on a des choses à dire, on va écrire un bouquin, c'est bien, on va être publié, on va recevoir du coup d'ailleurs des droits d'auteur, et puis on va avoir une certaine notoriété, bon, on va acquérir un statut, peu importe. C'est ça. Ça, c'est la blague. Enfin, c'est la blague. Il y a beaucoup de gens qui y croient, ça les tient. Mais, précisément, pour un surdoué, ce genre de choses, ça fait pas sens. C'est pas une question d'être au-dessus, au-dessous, c'est juste, ça fait pas sens. C'est inconsistant. Donc à partir du moment où c'est inconsistant, la question qui s'ouvre, c'est, pour pouvoir faire un bouquin, par exemple, il faut que ce bouquin fasse sens pour nous. Et faire sens, c'est pas un sens intellectuel, c'est d'abord un sens du côté de l'éprouvé, du ressenti, des émotions. Donc qu'est-ce qui est émouvant là-dedans? C'est émouvant d'essayer de comprendre, d'avoir l'impression parfois de enfin comprendre. Puis aussi, c'est émouvant de traverser le moment où ça se casse complètement la figure. Ah, finalement, on n'avait rien compris. Ah. Puis on doit recommencer. C'est émouvant d'écrire ensemble. C'est pour ça aussi qu'on l'a écrit à 3. Émouvant parce que ça permet imaginairement de se raconter qu'on est les 3 mousquetaires. Et d'ailleurs de mettre le lecteur à la place du 4e. Et de se dire, voilà, on part ensemble dans une aventure. On a rêvé des Argonautes, on a rêvé de plein de choses. Bon. Ça ne tient que parce que ça nous émeut. Et quand on est en recherche de cela, constamment, au fond, parce qu'en effet, ce qui va nous permettre de résister à la mort, si on ne se console pas par une inscription dans un récit collectif, je vais mourir, mais je suis celui que je devais être. Sinon, c'est je vais mourir. Oui, mais quand même, dans ma vie, il y a eu plein de moments, et pas simplement des moments. Il y a eu tellement de choses fortes. Et fortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment chargé d'affect, chargé d'émotion. Donc bien sûr que le surdoué, il est activement à la recherche de ce qui va l'émouvoir, et pas simplement à la recherche de ce qui va l'émouvoir à l'extérieur, mais ensuite il est gourmand de sa propre émotion. C'est-à-dire de ses différentes composantes, de son rythme, de où ça l'emmène. Alors, entendons-nous, ça peut être vécu de façon extrêmement douloureuse. La question, ça devient, et c'est le cœur de ce qu'on essaie de développer dans ce livre, comment on peut à la fois se laisser traverser par des émotions très profondes sans s'en aliéner totalement. Comment de là peut naître une liberté. Et il y a une métaphore que j'aime bien, qui est juste une métaphore, qui là résout rien. C'est pas pour rien qu'on a écrit des centaines de pages et qu'on a encore des centaines à écrire sans doute pour approcher la complexité de ce qui se joue là. Mais j'aime bien quand même cette métaphore. C'est l'idée de la personne qui nage dans la mer, ou qui fait de la voile, ou qui est sur une planche à voile. C'est-à-dire qui fait face à 2 éléments qui sont beaucoup plus forts qu'elle. Les courants marins et le vent. Tant qu'on lutte contre, on n'avance pas, on suffoque, on se noie. Paradoxalement, si on accepte que c'est plus fort que nous, c'est là qu'on va pouvoir aller là où on voulait aller. Par exemple, dans la navigation à voile, on va commencer à tirer des bords. On ne peut pas aller contre le vent. Mais si on utilise le vent, on peut l'utiliser pour aller exactement dans la direction d'où il soufflait. Bien sûr qu'il y a la possibilité d'être traversé par ses émotions, par sa subjectivité, de s'en laisser traverser, en admettant que, au fond, bien sûr que c'est beaucoup plus fort que nous. C'est beaucoup plus fort que nous parce que c'est là-dessus que nous bâtissons le socle de ce qui nous permet de résister à la conscience du temps. Sans s'y noyer. Mais ça suppose, pour le sujet, de pouvoir construire, élaborer un récit qui tienne la place pour lui que le récit collectif tient pour la plupart des autres. Qui est une autre paire de manches, mais ça, on développera une autre fois.